Bonjour à tous, ici la plume de sel. Je suis actuellement en vacances en Occitanie et j'ai décidé d'aller voir l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. Bon, je me balade aux alentours, on est dans la montagne donc c'est pentu, donc je suis un tout petit peu essoufflée. Bonjour à tous. Le 22 août dernier, je me suis donc rendue à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa dans les Pyrénées-Orientales. On peut dater le début de la vie monastique là-bas vers l'an 879, c'est-à-dire après l'arrivée des moines survivants d'une abbaye un peu plus lointaine, Saint-Andreu d'Echalada, qui a été détruite l'année précédente. Vers 1140 est construite la tribune, qui va être le cœur de notre sujet, et enfin la Révolution française. L'abbaye tombe parmi les biens nationaux qui sont donc vendus aux enchères, et commence alors le pillage, puisque il y avait apparemment personne pour pouvoir acheter ce truc-là. Aujourd'hui, elle est classée dans les monuments historiques, et depuis 1965, des moines bénédictins s'y sont installés. C'est-à-dire que depuis le temps, il n'en reste plus que 2. J'ai été un peu déçue. Qu'est-ce qui rend cette abbaye si intéressante pour que je veuille vous en parler alors que j'en visite 10 à la semaine? Eh bien, outre une architecture plutôt sympathique, je pense notamment à la crypte qui a une salle avec une colonne, un pilier central, eh bien je dirais sans nul doute la reconstitution de cette tribune jubée dont je viens de parler. Mais intéressons-nous à la tribune en elle-même. Comme je l'ai dit, elle a été élevée vers 1140 pour séparer l'assemblée des moines, c'est-à-dire pour séparer dans l'église le chœur où se trouvaient les moines et le célébrant, de la nef où se trouvaient les fidèles, l'assemblée. Mais pourquoi la reconstituer, me diriez-vous? Où est-elle donc passée? Eh bien, voyez-vous, elle a été démembrée au XVIe siècle lors de la Contre-Réforme. À cette époque, on a mis en avant une piété personnelle, une participation active des laïcs au culte. Ça allait donc à contre-courant d'une idée d'une église séparée en deux, avec d'un côté le célébrant et de l'autre côté l'assemblée des fidèles. Les pierres constituant la tribune ont donc été dispersées, voire réemployées, comme par exemple dans l'une des entrées de l'église abbatiale. D'autres sont partis aux États-Unis. Eh bien oui, lorsque l'abbaye tombait en ruine, et je veux dire par là littéralement tombait en ruine, un collectionneur américain est venu et a racheté certaines pierres pour sa collection personnelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la moitié des colonnes du cloître sont au musée The Cloisters à New York. Du coup, pourquoi reconstruire un jubé qui a été volontairement détruit? Eh bien, la réponse se trouve déjà dans la question. À travers toute l'Europe, ces œuvres romanes ont été détruites de sorte qu'il n'en reste quasiment plus aucune aujourd'hui à étudier. Et quand je dis quasiment plus aucune, nous avons bien celle du prieuré de Serrabona, mais c'est à peu près tout. Il faut aussi garder à l'esprit qu'une reconstitution n'est jamais qu'une interprétation de l'état d'un bâtiment à une époque donnée, c'est-à-dire à une époque arbitrairement choisie. Avec ça en esprit, on comprend pourquoi on veut reconstituer quelque chose qui a été détruit par les moines eux-mêmes. Cela dit, comment va-t-on procéder? Tout d'abord, il s'agit de retrouver son armature, en quelque sorte. Pour cela, on s'est basé sur la tribune du prieuré de Serrabona, que j'ai déjà mentionnée. Bien que plus petite que celle de Cuxa, il est à peu près certain qu'elle s'en est inspirée. On a donc déjà en quelque sorte un plan. De fait, on sait que la tribune était constituée de 3 arcades, elles-mêmes surmontées par une balustrade. De plus, avec les morceaux que l'on a déjà, on peut faire des essais d'agencement, afin de mieux comprendre comment les pierres s'imbriquaient à l'origine. À partir de tout cela, les travaux d'Anna Thirion, en 2014, ont pu mener à un modèle numérique en 3D, qui permet de calculer ces agencements par ordinateur, et qui fait donc évidemment, on n'a plus besoin des pierres physiques, on n'a plus besoin que d'un scan de ces pierres pour continuer les recherches. Rapport, je vous le rappelle, au fait que beaucoup sont à New York. En archéologie, ce procédé est appelé anastylose. Fondamentalement, c'est faire un puzzle géant et en 3D avec des vieilles pierres. On peut trouver d'autres exemples d'anastylose dans le monde, par exemple avec les temples khmers ou les monuments de l'acropole d'Athènes. Pour ma part, j'ai eu la chance d'aller en Égypte, qui a eu aussi sa part d'anastylose avec par exemple le temple de Komombo ou tous ceux de la vallée d'Assouan. Lorsque le barrage a été décidé, il a fallu déplacer tous ces temples, au risque sinon ils allaient être engloutis pour toujours. Et je peux vous dire que voir ces statues gigantesques qui constituent en fait l'entrée du temple, et penser qu'il a fallu les découper en petits cubes pour aller les remonter plus loin,
C'est assez impressionnant. L'anastylose du jubé de Couchat pose quelques problèmes auxquels j'ai vaguement fait référence auparavant. Tout d'abord, l'interprétation. On a le modèle numérique qui nous permet de calculer plus justement l'agencement des pierres entre elles, et on a l'exemple du jubé de Serrabona pour nous aider aussi, mais tout cela n'enlève pas toutes les erreurs possibles d'interprétation. Prenez le cloître par exemple. Déjà, on n'a qu'à moitié. Ensuite, on sait avec certitude que les chapiteaux avaient été placés dans un ordre très précis afin de constituer une sorte de promenade visuelle spirituelle. Mais la décoration d'un chapiteau n'a aucune incidence sur le reste de la colonne, sur la façon dont elle va être sculptée. En plus, avec le temps qui passe, donc l'usure des pierres, commence à voir aujourd'hui dans quel ordre étaient ces chapiteaux. Par ailleurs, l'anastylose peut aussi endommager les éléments lors de la reconstitution, et dans le cas où ces éléments ont été repris dans d'autres constructions, comme ça a été le cas à Couchat, eh bien c'est donc ignorer, comme je le disais, tous ces états antérieurs ou postérieurs pour ne se concentrer que sur une époque choisie. Mais l'anastylose a de très bons côtés aussi, évidemment. Avoir tous les morceaux entreposés dans un coin, c'est bien gentil, mais avoir l'œuvre sous les yeux, c'est quand même mieux. De plus, il n'y a pas besoin d'avoir les pierres d'origine, en fait. Prenez celles qui sont dans le portique de l'église. Est-ce qu'on va vraiment détruire l'église? Je veux dire, je ne me souviens plus de la politique de Couchat sur ce sujet. Mais il n'y en a pas besoin. Il suffit de faire des copies. Et ces copies, dans ce cas-là, vont être d'une couleur, d'un matériau, bref, visuellement différent de l'origine, des originaux, puisque le principe est que, au premier coup d'œil, on peut repérer tout de suite les pierres d'origine des copies. Et à la fin, eh bien, tada! On a une œuvre romane perdue depuis 4 siècles. C'est pas beau. Et c'est sur cela que je vais vous laisser aujourd'hui, pour vous dire bon vent et bon voyage. On se retrouve très vite pour quelque chose. Il n'y a sérieusement pas d'autre mot pour le décrire. Je sens bien. Tu sais, pour me tester, les théocrates de Sadamas ne se laissent pas avoir aussi facilement. Changez!